Et notre invité politique ce matin, c'est Aurore Bergé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la rédaction nationale des quotidiens du groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. Avant de vous entendre, Aurore Bergé, on va faire un point sur les dernières informations concernant l'attaque au couteau qui a eu lieu hier à la préfecture de police de Paris, faisant 4 tués. Parmi les fonctionnaires de police, on fait le point avec Samia Decher. L'auteur de l'attaque habitait 7 immeubles de Gonesse, dans le Val d'Oise. Son épouse a été placée en garde à vue et leur domicile perquisitionné hier. Les enquêteurs tentent de comprendre les motivations de cet homme de 45 ans. Informaticien à la préfecture de police de Paris, il a tué hier 4 de ses collègues armés d'un couteau sur son lieu de travail. Avant d'être abattu, il a aussi grièvement blessé un autre de ses collègues, toujours en urgence absolue. Sous le choc, les employés de la préfecture ont reçu hier la visite d'Emmanuel Macron et celle du ministre de l'Intérieur. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. C'est une enquête pour homicide volontaire qui a été ouverte, car toutes les pistes sont envisagées pour expliquer ce geste, y compris celle d'un conflit personnel. Aurore Bergé, avant de parler des éventuelles informations que vous pourriez avoir, quelle est votre réaction face à ce drame ? Déjà une solidarité absolue avec le personnel de la préfecture de police de Paris, avec l'ensemble des fonctionnaires qui sont touchés par le drame qui s'est produit. Je pense en particulier évidemment aux policiers. Je pense que la France est extrêmement solidaire et l'a démontré. On a fait une minute de silence évidemment immédiatement à l'Assemblée nationale et je pense que c'est important de pouvoir réaffirmer la solidarité des Français et celle évidemment du Parlement à leur égard. Est-ce que vous avez d'autres informations dont vous disposez peut-être ? Non, il y a une enquête de toute façon qui est en cours, donc moi il ne m'appartient absolument pas de la commenter. Il faut se garder aussi justement des interprétations un peu hâtives qui pourraient être faites. Il faut que l'enquête puisse déterminer, c'est ce que vous avez rappelé dans le sujet, toutes les pistes, toutes vont être examinées, donc il n'y a rien qui est mis sous le tapis. C'est-à-dire que la piste de l'acte terroriste n'est pas exclue alors de fait, si tout est envisagé, ça veut bien dire que rien n'est refermé. Par contre, vous savez bien que maintenant, à chaque fois qu'on a une information, on a 10 fausses informations qui circulent, surtout quand on a un drame de cette nature. Et il faut être extrêmement vigilant par rapport au risque de désinformation sur des sujets qui sont aussi sensibles et qui peuvent du coup créer un certain nombre de réactions. Oui, alors même si factuellement ça n'a pas de lien, mais on est dans une période où les policiers, 52 suicides, 20 000 manifestants avant-hier, les policiers ressentent un malaise et l'expriment jusque dans la rue. Donc vous craignez pas que ce fait divers rajoute quelque chose? Et est-ce que les mesures prises, 1400 postes en plus, sont à la hauteur de ce qu'ils attendent? Et moi, je comprends et je pense que les Français comprennent le mal-être des policiers, le mal-être des forces de l'ordre. Ils ont été en plus que sollicités la dernière année. Ils nous l'ont dit, nous ont alertés sur le terrain, sur ces sollicitations qui étaient de plus en plus fortes, sur les mobilisations qui ont changé de nature et qui sont de plus en plus violentes, y compris à leur égard. Finalement, ils ont l'impression que ce qui s'était passé après les attentats où les policiers étaient applaudis par la population paraît extraordinairement lointain et que cette solidarité, ce soutien de la population, parfois, il fait un peu défaut. Ce qui est certain, c'est que nous, on va à nouveau voter un budget où on augmente le nombre de forces de l'ordre, donc de manière constante, année après année, on réaugmente le nombre de policiers et de forces de l'ordre sur le terrain. On réaugmente aussi des moyens parce qu'on voit bien que dans certaines gendarmeries ou dans certains commissariats, il y avait des manques cruels de moyens sur l'immobilier, sur les véhicules. Et donc, il faut continuer à augmenter les moyens pour qu'ils puissent travailler de manière décente. Est-ce que c'est suffisant? Il y a une augmentation, on le précise, dans le budget 2020 de 5,3% de ce budget. Est-ce que c'est suffisant pour répondre à ce malaise des policiers? On a des arbitrages qui sont à rendre. On a à la fois les Français qui nous disent on veut avoir une baisse de la dépense publique, on veut avoir une réduction aussi de la fiscalité, et on fait des choix. Et le fait qu'il y ait plus de 5% d'augmentation du budget, ça montre qu'il y a quand même un choix très clair qui est fait de la part du gouvernement et de cette majorité pour mettre les moyens nécessaires là où ils sont utiles et là où ils sont demandés avec légitimité. Donc clairement, on va continuer à augmenter ce budget année après année. Puisque hier soir, le président parlait des retraites, les policiers s'inquiètent aussi parce qu'ils ont un régime spécial
spécial, hein, rappelons-le, qui permet de partir plus tôt à condition d'avoir un certain nombre d'années dites d'actives, c'est-à-dire sur le terrain. Vous êtes favorable à maintenir ces spécificités pour ces professions très exposées au risque? Alors, le ministre de l'Intérieur s'était rendu d'ailleurs dans les Yvelines sur ce sujet-là, où il avait vu à la fois les gendarmes et les policiers par rapport à leurs inquiétudes sur la transformation du système de retraite. On a toujours dit qu'à la fois, il fallait qu'on ait un système qui soit beaucoup plus lisible pour les Français, beaucoup plus juste aussi. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a pas de raison qu'un euro cotisé, ça ne vale pas la même chose pour chacun en fonction des typologies de métiers ou de statuts. Et on a dit aussi qu'en fonction de l'exposition au risque, en fonction de la pénibilité des métiers, évidemment, ces spécificités-là, elles devaient être prises en compte. Et il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas. Vous n'avez pas le même type de risque quand vous êtes député et quand vous êtes policier. Et donc c'est normal que ce soit pris en compte à la fin dans l'examen de votre carrière. Et donc je pense qu'on va pouvoir continuer à travailler sur cette piste. Allez, puisque Pascal parlait des retraites, on va parler de la concertation citoyenne sur cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron a donc lancée hier soir à Rodez. Il y a un vrai besoin de pédagogie sur cette réforme? Déjà, il y a un vrai besoin même de pédagogie sur ce qui existe aujourd'hui, où finalement on est dans un régime par répartition, mais souvent les Français, ils mélangent peut-être un peu les sujets, ont l'impression qu'on est presque un régime par capitalisation. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu « j'ai cotisé ». Donc j'ai droit à... Alors qu'en fait, on cotise jamais pour soi-même, on cotise bien pour les autres dans un régime qui est un régime de solidarité entre les générations. Donc il y a aussi aujourd'hui, je pense, beaucoup de confusion sur l'existant. Mais ce qui est normal, parce qu'on le dit justement depuis 2 ans, c'est un système qui est complètement illisible. C'est complètement illisible, par exemple, que même en ayant gagné la même chose, que 2 Français qui ont gagné la même chose tout au long de leur vie, mais s'ils ont travaillé l'un dans le public et l'autre dans le privé, n'ont pas le même niveau de retraite au moment où ils y arrivent. C'est un système qui est profondément injuste pour les femmes, où l'écart de salaire et de rémunération qui a duré tout au long de notre vie déjà, eh bien, est encore accentué au moment de la retraite parce qu'on a eu des carrières qui sont souvent interrompues. Donc tout ça doit être mis à plat et ces 42 régimes de retraite aujourd'hui doivent être demain dans un régime qui est un régime universel. Mais est-ce que vous pensez que la pédagogie, le grand débat, va éviter la contestation sur cette réforme? On le voit, la contestation, elle commence déjà alors que vous n'avez pas présenté de texte. Alors, à chaque fois qu'on parle d'une question de réforme des retraites, il y a toujours des inquiétudes. Déjà, il y a des inquiétudes qui s'expriment pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc, il faut le dire, la transformation du système de retraite ne concerne pas ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Il y a une inquiétude aussi pour ceux qui sont proches d'atteindre leur retraite. Pareil, on sait que ceux qui sont à moins de 5 ans de pouvoir prendre leur retraite ne sont pas concernés. Donc déjà, il y a des personnes qu'il faut rassurer, parce que l'idée, ce n'est pas de déstabiliser ceux qui sont proches de la retraite ou ceux qui y sont déjà. Et puis après, on a en effet 42 régimes différents. Et donc, il va falloir qu'on arrive à unifier ces 42 régimes sans provoquer de risque de perdants dans la réforme. Et donc, c'est tout ça qu'il faut engager dans la concertation avec les Français. Moi, je trouve que c'est utile que non seulement on ait un temps de concertation avec les partenaires sociaux, puisque c'est eux qui sont quand même aussi pour l'instant en gestion de ce système, mais qu'on puisse avoir ce temps de concertation avec les Français pour les entendre. Je pense que ce que le président a commencé à engager, c'est ce qu'il faut qu'on engage, nous, sur l'ensemble des territoires. Oui, vous avez parlé de lisibilité, de transparence. Alors hier, le président a parlé de calculateur, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les Français pourront savoir quel sera leur niveau de retraite dans le nouveau système et le comparer avec le système actuel? Parce que si on fait une équation toute simple, calculer sur 25 ans pour les salariés du privé et calculer sur 42 ans, on est perdant parce que souvent, les débuts de carrière, on gagne moins qu'à la fin. Donc, est-ce que ça, vous pouvez le garantir que ça existera? C'est ce qu'on a promis. C'est ce que Jean-Paul Delevoye a redit. Donc c'est un engagement qui a été pris de manière très claire. Et il faut que ça puisse être fait au moment aussi où la réforme, elle sera construite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle encore de choses qui sont des hypothèses. Donc au regard de ces hypothèses, il peut y avoir beaucoup de situations différentes demain. Donc il faut, à partir du moment où la transformation, elle sera acquise et où on pourra présenter le projet de loi aux Français, qu'ils puissent savoir très clairement ce qui se passera pour eux, en fonction de à quel âge j'entre dans le nouveau système ou pas, combien de temps j'ai travaillé dans le privé, dans le public, combien j'ai gagné, etc. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se dire que les métiers ont évolué et que par rapport à ce qui existait et au moment où ces régimes ont prévalu,
ça a considérablement changé parce qu'on ne travaille plus, on n'a pas le même métier tout au long de la vie, on n'a pas le même statut tout au long de la vie. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à l'unifier. Il y a aussi un certain nombre de régimes qui aujourd'hui sont largement déficitaires, on le sait, et c'est l'État qui vient en soutien de ces régimes, c'est la solidarité nationale qui vient en soutien de ces régimes. Il y a des régimes qui aujourd'hui peuvent être excédentaires, mais qui, parce que la nature des métiers va continuer à changer, évoluer, ne le seront peut-être plus dans 10 ans ou dans 15 ans, et c'est bien l'idée, c'est qu'on puisse préparer l'avenir. Donc il y a énormément de facteurs. C'est la première fois en fait qu'on fait non pas une réforme, mais qu'on transforme le système. Donc on n'est pas là pour jouer sur un des paramètres et dire on va ici augmenter la durée de cotisation, on va ici repousser de 6 mois, 1 an l'âge légal. Quand même, Aurore Berger, hier Emmanuel Macron l'a dit à Rodez, on ne va pas se mentir, il va falloir cotiser plus longtemps. Est-ce que vous assumez clairement de dire oui, il va falloir travailler plus longtemps, oui, il va falloir partir plus tard à la retraite ? Mais oui, parce que ce serait un mensonge fait aux Français que de ne pas assumer de leur dire qu'avec une durée de la vie qui progresse, on sera en capacité de travailler moins longtemps. On a aujourd'hui de moins en moins d'actifs par rapport à notre niveau de retraités. C'est aussi une question simple de démographie. Au moment où ces régimes ont existé, on avait, par exemple en 1960, 4 actifs pour un retraité. Donc on n'avait pas de difficulté à pouvoir financer ce système. Aujourd'hui, c'est progressivement en train de changer de manière assez radicale. Et donc, face à la fois à cette nécessité de garder une solidarité entre les générations, parce que je pense que les Français y sont extrêmement attachés, c'est-à-dire que les actifs continuent à cotiser pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et leur permettent d'avoir une retraite digne, il faut assumer un discours de vérité sur le fait qu'on va pouvoir travailler plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelque part déjà le cas, puisqu'on a aujourd'hui un âge légal de départ à la retraite qui est fixé à 62 ans et qu'il restera. Et on sait qu'en moyenne, les Français partent plutôt vers 63 ans, voire un petit peu après. Oui, dans le privé. Pourquoi ne pas dire clairement on va toucher à l'âge de départ de la retraite ? Parce que c'est un engagement clair qu'on avait pris pendant la présidentielle de dire il y a un âge légal de départ à la retraite qui est 62 ans et on tient à ce qu'il reste à 62 ans. Mais et pourquoi après, si on va avoir des systèmes plus longtemps ? Mais parce que ça va être aussi une liberté qu'on donne aux Français de dire, en fonction des systèmes de décote et de surcote, c'est vous qui allez aussi pouvoir faire le choix. De la même manière qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà faire un choix qui est de prendre votre retraite tout en continuant à travailler et donc à avoir une rémunération qui est plus forte. Le président a quand même dit hier, si le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il y a un déficit de 10 milliards, il faudra le combler. Donc il faudra travailler plus longtemps. Donc c'est l'ampleur du déficit budgétaire qui va un peu guider la réforme et la durée de cotisation. Mais en tout cas, moi je réaffirme ce matin, parce que c'est l'engagement qu'on a pris, qu'a rappelé le président de la République, l'âge légal c'est 62 ans. Et on maintiendra cet âge légal à 62 ans. Et l'âge pivot, le fameux âge de la décote et la surcote. Et après, la question c'est, en effet, quelle est la décote, quelle est la surcote, comment ça va être calculé ? Parce qu'il faut qu'il y ait une incitation à pouvoir travailler plus longtemps, qu'il y ait un intérêt à pouvoir travailler plus longtemps. Il y a des professions où c'est plus facile que d'autres. C'est la discussion qu'on avait juste avant sur la question des policiers. C'est pas la même chose quand vous êtes exposé au risque, quel qu'il soit d'ailleurs, quand vous êtes exposé à la pénibilité et quand vous l'êtes moins. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, justement, ce n'est pas une réforme paramétrique. C'est vraiment un changement de système qu'on veut générer et qui nécessite, à mon avis, du temps, parce que pour la première fois, justement, on n'est pas dans l'urgence d'avoir à réformer. Ce n'est pas dans les 6 mois qu'on doit le faire, sinon on se met en risque. Et donc, comme on a le temps, on le prend. On le prend avec les partenaires sociaux, on le prend avec les Français pour faire la pédagogie que vous évoquiez, mais aussi pour construire avec eux la réforme qui va les concerner et qui ne va pas les concerner juste pour les 5 prochaines années, mais qui va les concerner pour les 40 prochaines années. Allez, on va passer à un autre sujet. Aurore Berger, Rouen, l'incendie à l'usine Lubrizol a eu lieu il y a maintenant 8 jours, mais l'inquiétude reste très vive sur place. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, doit se rendre sur place ? On a le Premier ministre s'y est rendu, la ministre de la Santé, la ministre de l'Écologie, le ministre de l'Intérieur. Donc, l'État est particulièrement présent à Rouen. Il y a surtout aujourd'hui des études, des prélèvements qui sont faits et une transparence qui sera garantie aux Français. Donc pas Emmanuel Macron. C'est le président de la République qui arbitrera sur est-ce qu'il est utile et légitime qu'il puisse y aller. Et ce qui est certain, c'est qu'on a clairement pris la mesure de ce qui s'était passé, la mesure aussi des inquiétudes qui pouvaient s'exprimer, qui sont légitimes. Parce que c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui inquiète de par sa nature. Et donc, il faut aussi qu'on puisse, face à ça, avoir
toutes les expertises, elles ont été demandées, elles sont en cours, et toute la transparence sur les résultats qui seront portés, et qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'éviter aussi la propagation, là encore, de fausses informations qui, dès le jour même, ont pullulé. Et moi, j'étais à l'Assemblée nationale mardi quand un député, François Ruffin, pour ne pas le nommer, a posé une question qui était clairement complotiste, accusant le gouvernement d'avoir des résultats qu'il refusait de donner. Donc à un moment, on est un État démocratique, on est un État républicain, et l'État ne ment pas à la population. L'État ne cache rien à la population et dira tout, à la fois sur ce qui s'est passé, sur les résultats, sur les prélèvements, et on ne prend aucun risque pour la population sur place. Faut-il une enquête parlementaire ? On a demandé une mission d'information, donc elle va être ouverte. La mission d'information présente l'avantage aussi d'avoir tous les groupes politiques qui sont représentés, de pouvoir avoir toutes les auditions. Ça va pouvoir aussi être rendu public sur toutes les personnes qui seront auditionnées dans le cadre de cette mission d'information. Moi, je pense que c'est bien que l'Assemblée nationale s'en soit saisie. Il y aura une commission d'enquête au Sénat, commission d'enquête parlementaire, a priori au Sénat. Est-ce que vous la redoutez ou pas ? Non, moi, encore une fois, là, les assemblées sont complètement légitimes pour demander ou non une commission d'enquête. C'est les groupes politiques, chacun a une forme de droit de tirage sur les commissions d'enquête. Je crois que même à l'Assemblée, finalement, les groupes d'opposition n'ont pas souhaité utiliser cette forme-là. On utilise la forme de la mission d'information. Ce qui est important, c'est aussi de montrer justement aux citoyens que ceux qui les représentent, ou ceux qui représentent les territoires, se sont saisis du sujet et qu'ils permettront aussi d'avoir la lumière la plus claire et nette sur ce qui s'est passé. Il faut que les ministres soient auditionnés ? Elisabeth Borne a déjà été auditionnée à l'Assemblée nationale, et évidemment dans la mission d'information, je pense que les ministres seront à nouveau concernés, seront à nouveau auditionnés. Le préfet, j'imagine, sera auditionné. Et puis, encore une fois, l'entreprise et puis tous ceux qui ont des informations à délivrer sur le sujet. On va passer à ce qui s'est passé cette nuit. À l'Assemblée nationale, vous examinez en ce moment même les lois bioéthiques. Et à la surprise générale, un amendement de la majorité rendant automatique la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA a été voté contre l'avis du gouvernement, je le précise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce n'est pas un amendement de la majorité, il a été présenté par un député de la majorité, mais pas par notre groupe. Je pense que c'est quand même important de le préciser. Mais présenté par un député de la République. Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, ce n'est pas notre groupe qui a souhaité porter cet amendement, et notre groupe, même plutôt, a voté contre cet amendement. Mais vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il faut le dire les choses, on n'était pas suffisamment nombreux hier soir. Voilà, il ne faut pas se mentir, on était 30. Donc on n'était pas suffisamment nombreux, ni de la majorité, ni de l'opposition, sur un sujet aussi important. Et puis, à une voix près, on a cet amendement qui a été adopté. Et de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la position du gouvernement, sur la position de la majorité, sur la question de la GPA, nous avons demandé avec le gouvernement, ce qui arrive dans certains cas, qu'il y ait une deuxième délibération. C'est-à-dire qu'à la fin de l'examen du texte, on va revoter spécifiquement sur l'amendement qui a été adopté. Parce qu'il faut le redire clairement aux Français, la GPA n'est pas dans le projet de loi bioéthique. Elle n'est pas non plus un projet caché ni du gouvernement ni de la majorité. Et du coup, avec ce deuxième vote qui va pouvoir avoir lieu, on va pouvoir clarifier les choses et repousser cet amendement. Oui, vous craignez que cet amendement sur la grossesse pour autrui remobilise ceux qui vont être dans la rue dimanche pour s'opposer au texte dans sa globalité ? C'est pas une question de mobilisation. Il y a des Français qui vont manifester, défiler dimanche, et c'est leur liberté de le faire. Depuis le début de l'examen de ce texte, contrairement à ce qui s'était passé en 2013, on a toujours dit qu'on n'était pas un camp contre un autre. Il n'y avait pas ceux qui avaient raison et ceux qui avaient tort. Il y a des gens qui portent des convictions. Nous, notre conviction, c'est qu'il est légitime que la PMA puisse être ouverte à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur statut matrimonial. Et c'est ce qu'on a voté. Par contre, on a aussi dit qu'une loi de bioéthique était une loi qui posait aussi des interdits. C'est-à-dire on considère qu'il y a des choses qui, au regard de nos normes éthiques, ne doivent pas exister dans notre pays. Et c'est le cas de la gestation pour autrui. On considère qu'elle ne doit pas exister dans notre pays. Et donc, à partir du moment où cet amendement peut laisser entendre un doute en fait sur nos intentions, on a demandé immédiatement à ce qu'un deuxième vote puisse avoir lieu. D'autre part, sur la question de la filiation, puisque c'était ça l'enjeu de l'amendement hier, ce n'était pas la reconnaissance de la GPA en France, c'était de dire de fait il y a des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger avec des parents français, donc comment on fait ? Et on a dit sur le sujet qu'on souhaitait qu'il y ait une circulaire de la garde des Sceaux qui va être prise dans les prochaines semaines de manière à clarifier la situation. Mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est justement l'amendement qui a été adopté, donc c'est pour ça qu'on veut revenir dessus, parce qu'on ne veut pas une transcription automatique. Voilà, parce que la transcription automatique, ça voudrait dire quelque part qu'on efface l'acte. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de GPA. Comme si cette femme qui a porté un enfant pendant 9 mois n'avait jamais existé. Or, elle a existé.
Et c'est important que ça reste quelque part. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas cette transcription automatique. Aurore Bergé, pour finir sur ce sujet, on ne pouvait pas ne pas vous parler de cette phrase que vous avez prononcée dans l'hémicycle pendant les débats et qui, justement, a beaucoup fait parler. On va juste la réécouter avant de vous entendre là-dessus. Et nous répondons oui à l'égalité, je pense que c'est important, sans rien altérer, mes chers collègues, sans rien altérer du droit existant pour les parents hétérosexuels. Et excusez-moi de vous le dire, parce que je vous sentais inquiet sur le sujet, ni dans ce projet de loi, ni ici, ni aujourd'hui, ni demain, nous n'empêcherons de quelconque parent hétérosexuel de vouloir concevoir un enfant de manière charnelle. Personne ne l'empêchera. Personne n'empêchera des couples hétérosexuels de créer des familles de manière charnelle. Nous permettons juste à plus de Français de créer des familles et nous permettons à plus d'enfants de voir leur filiation être sécurisée. Alors, Aurore Bergé, qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Mais de manière très claire, c'est-à-dire que ça faisait des heures qu'on discutait sur la question de la filiation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre la PMA pour toutes, ça a des conséquences en matière de filiation pour être sûr que les enfants qui en sont issus sont sécurisés comme tous les autres enfants, qu'il n'y ait pas de distinction en fonction de la manière avec laquelle les enfants ont été conçus. Et c'est vrai que certains collègues, par leurs propos, donnaient le sentiment qu'on allait détruire les familles hétérosexuelles, qu'on reniait le fait que des familles hétérosexuelles puissent avoir des enfants de manière charnelle. Donc c'était un peu ironique de ma part. Parfois, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le premier degré. On ne remet pas forcément en contexte. Donc, ça me permet du coup de clarifier. Je n'ai jamais eu l'intention de dire, évidemment, qu'il fallait que les couples hétérosexuels arrêtent de concevoir les enfants de manière charnelle. C'est juste qu'à un moment, on ne peut pas non plus laisser tout dire. Et on ne peut pas accepter d'entendre pendant des heures par certains parlementaires que nous allons détruire les familles hétérosexuelles. On ne détruit rien, on n'altère rien, on n'enlève rien. On ajoute des droits nouveaux à des femmes sur une technique médicale qui est déjà existante dans notre pays. C'est uniquement ça qu'on fait dans ce projet-là. Eh bien, au moins, c'est précisé. Oui, alors dans les projets de loi qui vont arriver, il y a la loi sur l'audiovisuel, vous avez travaillé dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de financement et en termes d'exigence de la part du gouvernement ? Alors, le projet de loi, il va être présenté aujourd'hui, transmis aujourd'hui au CSA notamment qui va l'examiner, puis ensuite au Conseil d'État. Et nous, on l'examinera vraisemblablement début février à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs choses dans ce projet de loi. Déjà, comment on arrive à garantir des sources de financement pour la création française. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir des chaînes de télévision suffisamment puissantes pour continuer à financer la création, la fiction. On a des nouveaux entrants qui sont bien connus des Français aujourd'hui, mais qui ne participent pas au financement de la création dans notre pays. Et donc, pour la première fois, eh bien, toutes ces nouvelles plateformes qui existent dans notre pays, vont participer à ce financement-là. Et ça, c'est essentiel. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse continuer à produire dans notre pays des idées neuves, qu'on puisse produire des films, qu'on puisse produire de l'audiovisuel. Et ça, je pense que c'est essentiel pour les Français. Puis on va aussi rénover l'audiovisuel public avec une entité unique qui va venir chapeauter quelque part à la fois France Télévisions, Radio France, l'INA, et pour plus de clarté et pour plus de synergie au sein de l'audiovisuel public. Merci beaucoup, Merci à vous. Aurore Bergé, d'avoir été avec nous.